przechodzę na język francuski. Donc bienvenue encore une fois à tous pour cette deuxième partie de notre journée de la Semaine française des sciences sociales consacrée à l'histoire, et l'histoire traitée à travers le jeu d'échelle, donc finalement l'approche globale ou l'approche mondiale dans les différents courants et différents champs et objets historiographiques d'aujourd'hui. Donc cette deuxième partie se déroulera sous la forme de débats guidés par des questions qui seront présentées par Tomasz Wiślich de l'Académie polonaise des sciences, l'Institut d'histoire de l'Académie polonaise des sciences, qui est moderniste, mais qui effectivement a beaucoup aussi travaillé sur l'historiographie, sur l'histoire sociale, sur la micro-histoire, et donc qui est parfaitement à sa place avec nous ici pour guider ces questions historiographiques et cette réflexion méthodologique également. Donc je laisse la parole à mon collègue Tomasz Wiślich. Simplement une précision, on va essayer de terminer autour de 16h pour ne pas trop dépasser, et à 16h30, il y a normalement un concert qui est prévu, donc qui aura lieu juste à côté, à l'aula du professeur Bartchewicz au département des sciences politiques. Donc vous êtes tous évidemment cordialement invités à ce concert qui aura lieu de 16h30 à 17h30. Voilà, je m'arrête ici et je laisse la parole à Tomasz Wiślich pour le débat. Merci beaucoup. Dziękuję bardzo. Ja będę... Je animerai ce débat en intervenant en polonais. Chacun peut répondre dans sa propre langue. Ce que je voudrais, c'est saluer ceux qui n'étaient pas là ce matin. Le professeur Marek Wędlowski, historien, spécialiste de la Grèce antique, la faculté d'histoire de l'Institut de Varsovie, et en distanciel, Igor Chabrowski, spécialiste principalement de la Chine, de la culture chinoise, de la fin du 19e, début du 20e siècle, qui nous regardera des hauteurs et de loin. Mesdames, Messieurs, la table ronde sera organisée de la manière suivante. Nous aurons 3 sujets clés adressés à 3 groupes d'intervenants, d'orateurs. Le premier groupe sera composé de 2 spécialistes de l'Antiquité, Evan Gilbert, qui nous rejoint à l'instant. Le premier sujet, je l'ai donc prévu pour nos 2 spécialistes, Hervé Englebert et Marek Wędlowski, et pour Igor Chabrowski également. La question est fondamentale. Est-ce que ce dont nous parlons dans le cas de l'histoire antique, de l'Antiquité tardive, est-ce que nous pouvons l'interpréter comme une histoire globale, ou est-ce que c'est plutôt une histoire connectée? Ou peut-être d'une autre manière, Hervé a abordé ce sujet le matin. Je voudrais poursuivre ce sujet en attirant votre attention sur un autre problème majeur de ces études, à savoir le problème de l'utilisation de certains types de métaphores et l'analyse du monde dans des catégories issues de l'Antiquité, de l'Occident et de l'Orient latin et du barbaricum, comme une métaphore, une manière spécifique d'interpréter ces sujets. Hervé, vous avez la parole en premier. 10 minutes sont à vous. Merci beaucoup. Je vais donc vous parler effectivement aujourd'hui, enfin maintenant, des relations entre ce que les anciens appelaient le barbaricum, donc l'Europe centrale et orientale, et l'Empire romain. Et aujourd'hui, lorsque les historiens essaient d'intégrer ces 2 parties du monde, ils peuvent le faire à partir de cadres spatio-temporels différents. Alors c'est très intéressant et très important, comme vous allez le voir, et je préciserai que sur ce point précis, il est possible que les historiens français aient quelque chose à apporter à cause du lien structurel qui existe entre histoire et géographie
dans la formation des étudiants en France. En effet, ce lien n'est pas naturel, il n'existe pas ailleurs, mais il donne en théorie aux historiens français une sensibilité à la géographie qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, ce qui se voit très bien lorsque l'on feuillette des ouvrages sur l'Antiquité et que l'on regarde les cartes qui sont proposées et qui sont généralement d'une indigence tout à fait regrettable. Alors, le premier cadre possible pour comprendre les relations entre le monde romain et le barbaricum, c'est l'Antiquité tardive, si je peux dire traditionnelle, celle du Bas-Empire, celle du tardo-antico italien, qui fait que l'Antiquité tardive est valable uniquement dans l'Empire romain, parce qu'au fond, c'est la dernière étape de la civilisation gréco-romaine. Alors, c'est une tradition qui remonte à plus d'un siècle. Il y a de très grands noms qui l'ont représenté, Otto Seck, Stein, Chastagnol, Jones, etc. Et en Italie aujourd'hui, enfin autrefois Mazzarino et encore aujourd'hui Giardina. Donc c'est un courant historiographique qui perdure, qui a sa logique, qui a sa cohérence, qui sait définir ce qu'est l'Antiquité tardive et qui dit donc c'est la dernière phase de la civilisation romaine. Évidemment, présenté comme ça, le barbaricum est extérieur et n'est pas concerné. Une autre approche, qui elle remonte également à 1901, est celle de Alois Riegel, le grand historien de l'art, qui a proposé en fait, qui est l'inventeur du concept d'Antiquité tardive, et qui, pour lui, définit à la fois la Méditerranée et l'Europe septentrionale de 313 à 768, extrêmement précis, de Constantin à juste avant Charlemagne. Cette proposition d'une Europe septentrionale, centrale et orientale, intégrée au fond au monde romain dans un ensemble plus global qui est l'Antiquité tardive, reste aujourd'hui en fait le modèle dominant, tout simplement parce que c'est celui qui permet le plus facilement de comprendre l'essentiel de la documentation correspondant au barbaricum, aux Germains et aux Slaves. En plus de ça, il y a un phénomène idéologique contemporain qui est qu'à partir de cette conception méditerranéo-européenne, vous pouvez évidemment expliquer la naissance de ce que l'on appellera pour certains la civilisation européenne et en tout cas le cadre actuel de l'Union européenne. Donc c'est un excellent discours, si vous voulez, par rapport à aujourd'hui. Et vous retrouvez cette proposition dans des chronologies parfois un peu différentes, mais dans plein de choses récentes. Le programme, par exemple, The Transformation of the Roman World, piloté par Walter Paul dans les années 90, qui en fait ne s'intéresse qu'aux transformations en Europe. Ce qui se passe ailleurs, ça n'est pas le problème, c'est normal, c'était financé directement par la Commission européenne. Donc on allait s'intéresser qu'aux aspects européens. Ou bien en 2008, l'exposition Rome et les barbares au Palazzo Grassi à Venise, remarquable exposition, là aussi uniquement la Méditerranée et ensuite l'Europe. Dans la même veine, la revue Antiquité tardive, donc, que je dirige désormais, a été à l'origine fondée dans cette perspective-là. On commence la Méditerranée et on termine avec les Mérovingiens ou les Carolingiens. Alors, plus récemment, une perspective plus globale, c'est-à-dire intégrant également et Byzance et éventuellement le monde musulman, a été proposée d'une part par Chris Wickham, qui lui inclut Byzance et le califat musulman dans la compréhension de l'Europe. L'ouvrage veut bien étudier la naissance de l'Europe, mais il part du principe qu'il faut intégrer les autres parties du monde pour comprendre ce qui se passe. Et également par Peter Heiser, qui lui, en plus des Germains, a ajouté les Slaves dans la formation donc, de cette Europe et qu'il fallait les intégrer pour comprendre ce qui se passait. En particulier, Heiser propose une explication politique, à savoir de même que la présence de l'Empire romain a créé les ligues germaniques pour pouvoir résister à l'Empire romain, de même ensuite la puissance de l'État mérovingien et surtout carolingien fait que les Slaves seraient obligés de s'organiser à ce moment-là politiquement en une entité plus puissante afin de pouvoir effectivement résister à la pression carolingienne, la pression franque. La troisième possibilité spatio-temporelle, c'est ce qu'on appelle donc la Long, Large, Late Antiquity, qui est elle dominante aux États-Unis depuis la fin des années 80. Il s'agit, dans une chronologie à peu près similaire, de 250 à 750 ou 800, d'envisager un espace qui va de l'Atlantique jusqu'à l'Asie centrale. Alors ça a été
formalisé dans le livre de 1999, Late Antiquity de Princeton, avec Bowersock, Brown et Grabach. Ensuite, ça a été repris et un peu modifié par le Journal of Late Antiquity, 2008, par le Oxford Center of Late Antiquity, 2007, et par le Oxford Dictionary of Late Antiquity, donc de 2018. Alors, cette perspective est intéressante parce qu'elle prend en compte les Sassanides et ensuite les débuts de l'islam, au moins disons les Omeyyades. Le problème, c'est que ça amène la perspective globale à être, disons, focalisée sur la Méditerranée orientale et le Moyen-Orient, entre Constantinople, Damas et Bagdad. Et évidemment, l'Occident et le Barbaricum sont nettement négligés dans cette approche. Par ailleurs, cette approche pose des problèmes quant à l'intégration de l'Empire sassanide dans cette large Late Antiquity, parce qu'en réalité, on a beaucoup de mal à intégrer réellement les Sassanides, ce qui fait que c'est quand même quelque chose de très méditerranéen oriental. La dernière proposition, c'est l'Eurasian Late Antiquity, qui en fait se rapproche le plus de ce qui pourrait être une global history pour l'Antiquité tardive. Cette approche, donc, qui date de 2018, permet en théorie, alors en fait, ce n'est pas l'Eurasie à laquelle on s'intéresse, mais c'est la steppe eurasiatique. Donc c'est l'Eurasie du Nord, si vous voulez, qui est prise en compte. Et ça permet de mieux apprécier certains phénomènes globaux, climat, épidémie, migration, mais aussi des connexions entre ces régions, bien sûr, mais surtout la création de pouvoirs nouveaux. En fait, l'intérêt principal de cette approche, c'est de voir comment on arrive, pour les peuples, disons, du Nord, de la steppe, lorsqu'ils entrent en contact avec les empires, quelles sont les formes politiques et culturelles qu'ils créent. C'est vrai pour les royaumes romano-germaniques en Occident, c'est vrai pour les Turcs en Asie centrale au contact des Sassanides, c'est vrai également pour un certain nombre de royaumes de Chine du Nord après la disparition de l'empire des Han. Et là, si on raisonne à cette échelle-là, on peut se dire, tiens, tout compte fait, entre les empires traditionnels et les barbares du Nord, à chaque fois, il y a des connexions intéressantes que l'on peut comparer. Donc ça, effectivement, c'est relativement intéressant. Là aussi, ce n'est pas forcément directement appliqué à l'Europe centrale et orientale. L'essentiel, c'est que dans ce genre de récits englobants, je dis bien englobants, pas globaux, la prise en compte de la périodisation est essentielle parce qu'elle fait varier la spatialité. Là, je n'ai pas le temps d'insister dessus, mais si jamais vous avez une antiquité tardive de 300 à 600, ça ne va pas être la même antiquité tardive spatialement parlant que si jamais vous prenez 200-800 par exemple, voire 200 000 pour certains. Vers l'an 1000, l'Europe est devenue un nouvel espace, effectivement, une zone de royaume chrétien, qui n'est pas seulement l'héritière à ce moment-là des modèles tardo-antiques, qu'ils soient gréco-romains ou chrétiens, mais qui prend aussi en compte les aspects germains, slaves et scandinaves, donc du barbaricum du IIIe siècle romain, dans le contexte évidemment des autres pôles culturels, francs, Byzance et islam. Et donc vers l'an 1000, ma foi, l'unification européenne, d'un point de vue culturel, s'entend, n'est pas celle de ses racines, mais celle de son processus de formation. En conclusion, je dirais que pour l'Antiquité tardive, il n'y a sans doute pas de world system, comme je l'ai expliqué ce matin. Le barbaricum était, si on veut raisonner comme ça, était une périphérie d'un empire-monde, celui de Rome. Peut-être qu'ensuite, vers l'an 800 ou l'an 1000, il devient progressivement une semi-périphérie d'une économie-monde qui serait fondée sur la Méditerranée orientale et le Moyen-Orient. Il n'y a pas forcément non plus d'économie-monde à ce moment-là, pour l'Antiquité tardive, dans cette région-là. Il y en a peut-être une ensuite entre les Abbassides, Constantinople et l'ère viking. Ça pourrait se défendre, mais c'est quand même plus tardif, en tout cas après 800. Il n'y a pas forcément non plus d'histoire globale, à part quelques événements globaux qui sont rares. L'épidémie de peste de Justinien, enfin que nous on appelle le Justinien, mais qui a été générale, et certaines migrations au niveau de la steppe eurasiatique qui, elles, ont une incidence directe sur l'Europe centrale et orientale et ensuite le monde méditerranéen. La migration des Huns, bien entendu, à partir de 370. La disparition d'ailleurs de l'Empire Hun est également importante parce que du coup les migrations reprennent. La migration des Avars et la migration des proto-bulgares qui viennent effectivement à chaque fois pour le coup de l'Asie intérieure. Si on continue dans la chronologie, on peut y rajouter les Hongrois et les Vikings.
Donc au total, je pense qu'effectivement, pour cette époque-là, il vaut mieux parler d'histoire connectée et non pas d'histoire globale. Attention, là je parle du point de vue au fond de l'écriture de l'histoire, de la Geschichtsschreibung. Après, si jamais on passe au niveau de la Geschichte elle-même, on pourrait peut-être, là c'est une pure hypothèse, on pourrait peut-être avoir une phase d'histoire connectée qui correspondrait, disons, au premier millénaire. Ensuite, on pourrait avoir une phase de world system encore limitée, asiatique à partir de l'an 1000, avec ce qu'on a dit sur les Song, etc. Avec la mise en place d'un world system européen après 1500, la rencontre des deux world systems européens et chinois dans les années 1750, et cette rencontre se faisant au profit d'une proto-globalisation européenne que vous pourriez pousser, alors là au choix, selon les historiens, 1900, 1945, 1960, 1989, il y a différentes hypothèses possibles, jusqu'à arriver donc à une époque de globalisation qui serait en fait récente, puisqu'elle aurait entre 30 et 120 ans, selon les critères retenus. Voilà, je vous remercie. Merci. Marek Węcławski, qui a la parole maintenant. Ça va, comme ça? Alors, pour un historien de l'Antiquité grecque, la question qui se pose dans notre contexte est évidente. Avant l'ère de la mondialisation, que sous quelque forme embryonnaire que ce soit, est-il possible de parler d'histoire globale? Paradoxalement, la réponse est claire et positive, je crois. Depuis des années 80 du siècle dernier, il y a eu des tentatives en ce sens, bien que sous d'autres noms, bien entendu. Cela s'est produit dans deux dimensions. Premièrement, la recherche d'interconnexion dans le domaine de l'histoire des idées, en particulier des idées religieuses, allant bien au-delà de l'étude des sources d'inspiration de la pensée, des mythes, des rituels traditionnels dans l'étude de la religion depuis plus de 200 ans. Deuxièmement, en explorant les connexions économiques à grande échelle. Les sources d'inspiration de ce premier courant étaient évidentes. Il ressort de ce que l'on appelle la nouvelle histoire culturelle, florissante en France et à terme dans le monde anglo-saxon. Cependant, le facteur le plus déterminant, et c'est ici que je peux faire allusion à mon prédécesseur, c'est l'objet même de l'étude de la Grèce antique par l'historien avant l'époque de l'expédition d'Alexandre le Grand. Cela veut dire avant Alexandre le Grand qui allait pour la première fois mondialiser de manière significative des vastes étendues du monde, de l'Inde à Gibraltar, du Soudan à l'Écosse à l'Ukraine, en les unissant progressivement dans une série d'empires mondiaux successifs, puis en voie de désintégration. Ce facteur était l'unité géographique du monde que nous avons étudié avant l'époque d'Alexandre, basée sur la connectivité de la double mer, la Méditerranée et la mer Noire, en tant que colonne vertébrale et sorte d'autoroute des idées, des choses, des technologies, une route au milieu de laquelle les Grecs étaient assis et à partir de laquelle ils se sont développés politiquement, économiquement, intellectuellement, tout ça, dans toutes les directions. Les historiens qui s'intéressent aux Grecs anciens se divisent parfois sur le ton de la plaisanterie, parfois avec une pointe de malice réciproque. Maintenant, aujourd'hui, un historien et historienne de la Grèce, d'une part, et historien et historienne de la Méditerranée, d'autre part. Donc, ce tableau optimiste de la recherche historique mérite cependant d'être précisé. En le laissant, nous oublions que nos grandes idées sur la manière d'écrire l'histoire ne viennent pas de nulle part. Les nouveaux paradigmes sont souvent, même le plus souvent, motivés par des raisons idéologiques, voire politiques, pour ne citer que la naissance de l'histoire nationale moderne. Il en était de même, comme l'ont noté de plusieurs critiques,
pour l'histoire universelle de la première moitié du XXe siècle, profondément liée au bagage du colonialisme européen et à la vision optimiste des Européens civilisant le monde. Il y en va de même, si j'ose dire, pour l'histoire globale. Enfant de l'ère de la décolonisation, et puis de la désintégration du monde bipolaire et de l'optimisme des connexions mondiales qui devaient remplacer l'époque antérieure de la lutte à la vie et à la mort de la guerre froide. La question qui se pose aujourd'hui est donc la suivante. Quel est l'avenir de l'histoire mondiale globale à l'heure où l'on assiste au retour des profondes divisions politiques et à la rupture de certains liens économiques mondiaux? À une époque où la politique subordonnera à nouveau l'échange d'idées et l'échange des biens. De mon point de vue, la réponse pourrait être le type de petite histoire mondiale que je décris ci-dessus pour la Grèce avant Alexandre. Soyons optimistes. Merci beaucoup. Nous passons au XXe siècle. Monsieur Chabrowski, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais en entendant l'intervention précédente et en me référant à mes recherches à l'histoire de Chine, de Bagdad, j'ai pensé à d'autres hiérarchies, à d'autres chronologies et à d'autres endroits où les historiens sauront rechercher l'histoire globale. Certains éléments sont le sujet de la grande globalisation. Si nous parlons de l'Antiquité tardive ou Moyen-Âge précoce, à l'échelle européenne, cela a eu son importance. On peut parler même de déglobalisation des systèmes d'État, souvent à l'échelon très global. Dans la recherche historique de 3e au 10e siècle à peu près, lorsqu'on le scrutait d'une perspective globale, à savoir la globalisation tout d'abord de la steppe, empire des Khan, avec la désertification démocratique, puis des liaisons qui se construisaient, qui actuellement sont appelées itinéraires de soi. Mais le concept même de cette association du monde persan par les peuplades turques, ce qu'avant la Chine a été l'empire des Khans, a une grande importance comme une période cosmopolite et l'épanouissement d'un certain modèle d'État, de culture, de tout un bloc culturel qui a été créé au niveau de la Chine Nord. Certaines recherches considèrent comme intéressant certaines périodes qui appartiennent à de l'histoire globale, qui sont perçues comme grandes régions. Mais il me semble que les chercheurs de l'Asie, jusqu'en la période du 19e, mais même avant, dans la dimension scientifico-intellectuelle appartenant au 17e, 18e, rarement veulent considérer l'Asie de l'Est et surtout la Chine d'une perspective globale. C'est toujours une porte pas ouverte. Il y a des recherches très riches sur le changement de connaissances globales introduit par les jésuites. Il faudrait peut-être énumérer toute une encyclopédie de recherche qui s'en occupe, mais s'agissant du 20e, 19e, la Chine a été rejetée en tant que bloc thématique à part. Et souvent, l'historiographie est décrite entre et en dehors de ces narrations. Si on tient compte des peuplades asiatiques, il y a un certain paradigme de l'histoire nationale renforcé parfois par la politique éducative des États qui existent malgré la diversité persistante.
peu de chercheurs essayent de percer cette frontière et de rechercher des liaisons, des relations culturelles, des influences et impacts économiques, culturels et politiques. Et cela ne manque pas. Mais s'agissant de l'ensemble de la recherche menée, l'histoire de la Chine et de l'Asie est écrite en dehors de ces grandes narrations globales. Il y a pas mal de travail à faire. Toujours, l'Est est à étudier scientifiquement parlant. Quels sont les éléments de transformation, de changement ayant eu lieu, méritent l'étude dans l'Asie orientale, peuvent être placés dans une formule comparative. Et quels sont les éléments qui seraient à placer, à écrire de plus grandes relations globales? Je ne dis pas que de telles tentatives ne sont pas entreprises. Il y a l'histoire de la révolution chinoise, la recherche environnementale, le flux de marchandises, de services, de la science, le développement scientifique, culturel entre de différentes régions dans le monde sont à étudier. Mais je pense que du point de vue de certaines maturités d'études menées dans l'histoire globale, menées dans le monde européen, nous sommes toujours au tout début d'un monde bien plus riche, intellectuellement parlant. Ce ne sont pas les expériences qui manquent. Il y a eu beaucoup de voyages qui ont été faits avant, ce n'était pas possible. Les conditions politiques et économiques aidant à rencontrer nos collègues. Souvent, on limitait d'ailleurs certains canaux de connaissances. Maintenant, je terminerai peut-être là-dessus. Merci. Dziękuję bardzo. Tu as dit beaucoup de choses que l'on pourrait approfondir. Je crois que dans la dernière phase de notre débat, on pourra y rebondir. Et maintenant, nous passons à la seconde question essentielle, à savoir, et je demanderai ici que se prononcent Sylvie Denois et Božena Zdrowska, en passant un petit peu, en sortant de cette intervention de Jacques Ravel, connue sur ce que l'approximation, ce n'est pas un zooming simple à différents niveaux de regard, on voit autre chose. J'aimerais que vos interventions rapprochent ce que vous avez présenté dans la matinée. Je vous propose une réflexion théorique au sujet de comment utiliser la perspective micro-historique dans la recherche globale sur le niveau le plus grand de distance. Et on commence par Sylvie. Aussi, merci aux traducteurs parce que c'est un métier pas facile et franchement, s'ils n'étaient pas là, on ne pourrait pas profiter les uns des autres. Oui, le niveau micro a été développé théoriquement par une série d'historiens italiens qui ont développé une théorie de l'histoire, on va appeler ça comme ça, ou un modèle épistémologique qu'ils ont appelé la microstoria. Ils ont pensé que l'histoire très locale pouvait être la bonne échelle d'analyse. Par exemple, Giovanni Levi a écrit Le pouvoir au village, alors je dis le titre en français, Histoire d'un exorciste dans le Piémont du XVIIe siècle, qui est paru en italien en 1985. Il y prône une étude de la société en étudiant la vie d'un individu anodin, un exorciste, dans le but d'étudier la société qui l'entoure, ce qui fait sens dans cette société et ce que l'auteur appelle la rationalité spécifique du monde paysan. Giovanni Levi écrit « J'ai voulu montrer combien de choses importantes on peut voir se produire alors qu'en apparence, il ne se passe rien. » C'est donc le banal, le petit, qui est ici privilégié parce qu'il permet de faire apparaître autre chose de plus général,
de plus fondamental. Alors plutôt que de proposer un modèle au sein duquel il faudrait à toute force faire entrer le réel, il s'agit de partir du réel dans son microcosme pour monter en généralité. Simona Cerruti, une historienne italienne de l'époque moderne, a étudié les métiers de Milan au XVIIe siècle, je crois. Elle travaille en France à l'EHESS, à l'École des hautes études en sciences sociales. Et plutôt que de partir de la superstructure macroéconomique, comme on a pu le faire dans l'école historique marxienne, elle a démontré qu'en partant des pratiques organisationnelles des gens de métier de Milan, elle a montré qu'en partant de ces pratiques, on pouvait comprendre comment se fabriquent les institutions. C'est-à-dire que ce n'est pas la superstructure qui génère les pratiques, contrairement à ce qui se fait dans l'école marxienne, mais c'est l'étude des pratiques, ici des métiers, qui génèrent des institutions qui, elles, sont de la superstructure. Donc, en d'autres termes, l'histoire par le bas, l'histoire from below. Alors, Giovanni Levi, Carlo Ponti, Carlo Ginzburg, etc., toute cette école historique italienne, pour eux, c'est l'échelle micro-analytique de petites unités spatiales et de groupes humains individualisés qui permet d'accéder à la compréhension des phénomènes plus globaux. Ainsi, en suivant le fil d'un destin particulier d'un individu, un meunier, un exorciste, on éclaire les caractéristiques du monde qui l'entoure. Alors évidemment, les archives dont on parle sont les archives qui sont produites par une institution, l'institution judiciaire du meunier qui a commis un crime, par exemple. Mais tout de même, ça dit des choses sur ce que raconte le meunier dans sa défense, ça dit des choses sur un individu. Alors pour le monde musulman, je prendrai l'exemple d'une historienne moderniste, Isabelle Grangot, qui travaille sur les sources juridiques de l'Algérie ottomane. Le titre de sa thèse était « Histoire, source, comparaison, le Maghreb moderne vu de près ». Elle y porte une attention aux archives dans leurs plus infimes détails. Et elle pratique le jeu d'échelle, ce qui lui permet de renverser la vision que l'on peut avoir de la place du Maghreb au sein de l'Empire ottoman. En fait, tous ses collègues démontrent que l'opposition macro-micro n'est pas pertinente. Maurizio Garibaldi, encore un Italien, un des pionniers de la microstoria, écrit « L'opposition d'échelle nous lance sur une fausse piste. Il convient de travailler sur une perspective multiscalaire. » C'est ce que fait Alban Gauthier, qui travaille sur l'histoire des Vikings, dont on a parlé ce matin. Il a montré que les grands récits de l'histoire des Vikings, à première vue, sont antinomiques avec d'autres événements relatés. Et donc, on avait des sources contradictoires. Alors, il s'est dit qu'il allait explorer, examiner les faits à petite et à grande échelle. Et c'est ce regard différencié qui lui a permis de donner une cohérence à des récits qui, jusqu'à présent, semblaient s'opposer. Il a à la fois découvert, mis au jour, enfin, mobilisé les découvertes de l'archéologie, qui montrent, d'une part, voilà, dans un site suédois, il a trouvé des objets, dont on en a parlé ce matin, qui venaient d'horizons géographiques très éloignés, Inde, Égypte, Irlande. Il semble alors qu'il y ait une hyperconnexion des Vikings avec le reste du monde, même si elle est médiatisée et même si c'est une économie tributaire qui a permis que les Vikings, et même si ce n'est pas directement du commerce entre les Indiens et les Vikings, il y a quand même eu un passage d'objets, là ce n'est pas une montre qu'on a découvert, mais il y a eu des passages d'objets de manière indirecte avec le reste du monde. Mais alors quid de l'intégration de l'espace viking à la chrétienté occidentale? L'évidence archéologique, comme on dit en anglais, vient donner une réponse en explorant le niveau local, et ce sont les fouilles norvégiennes de Veøy qui mettent au jour un monastère venu d'Irlande. Donc on est dans une approche multiscalaire qui permet de réaliser comment comprendre ces grands récits antinomiques. Le focus au niveau du micro permet de remettre en cause la vulgate de la diffusion du christianisme en provenance de la Saxe, puisque ce monastère était irlandais, donc on a probablement plusieurs influences. La microstoria semble être rarement connectée. Il s'agit de regarder le micro, le local. Carlo Poni évoque le paradigme de l'indice. Mais dans ce cas, on voit qu'étudier les choses localement
à un niveau micro et dans le même temps montrer comment les connexions se font à un niveau plus global, cette analyse, cette présentation microscalaire, cette étude multiscalaire de l'histoire permet de donner des éléments de compréhension que l'on n'avait pas précédemment. Dziękuję bardzo i Błażej Wrzosek. Merci beaucoup. Błażej, la même question. Vos idées sur les relations entre micro et macro. Au début, je dirais que ce n'est pas contraire, bien sûr. Micro, c'est aussi macro, c'est la même chose. C'est l'échelle qui est différente. Et bien sûr, l'échelle pour les historiens, c'est la question peut-être la plus compliquée, la plus pertinente. On est accoutumé, même ici, dans cet institut, de penser à l'échelle plutôt micro. C'est mieux de travailler avec les étudiants micro. Ils sont incapables de, survoler les espaces, etc. Alors on est accoutumé pour la plupart, pour les étudiants, pour les chercheurs, et aussi dans les différents établissements, de penser plutôt à l'échelle micro, mais encore pire, c'est-à-dire c'est micro, c'est très national en même temps. C'est-à-dire micro, c'est national, et c'est le nationalisme qui a cette aspiration d'être global. Et c'est peut-être politiquement extrêmement important. J'observe ça, nous observons ça à l'Europe centrale, en fait chaque jour. C'est-à-dire l'utilisation politique de la question nationale, pensée comme l'échelle globale, comme l'échelle naturelle, comme l'échelle, humaine. Mais politiquement, ce ne sont pas les questions posées aujourd'hui. De mon avis, c'est la question d'une goutte d'eau, c'est-à-dire l'échelle micro, c'est une sorte de goutte d'eau. Et là-bas, on peut observer toujours les structures cachées. Et moi, je voudrais ici employer les idées de Lévi-Strauss. On sait très bien que c'est un peu dépassé, que c'est bien discuté, que c'était critiqué plusieurs fois. Lévi-Strauss comme cette pensée, structurale, additionnelle, c'est-à-dire on ramasse les exemples, les petits exemples, les exemples dispersés, les exemples appartenant à des différentes cultures en fait. Par exemple sur la nourriture, les travaux de Lévi-Strauss sur la nourriture, et il prend, ça et là, il prend les exemples, il ramasse les petits exemples concernant le fromage, par exemple, etc., l'usage des outils, l'usage des petits objets de la vie quotidienne, et il fait la description globale des éléments, anthropologiques. C'est dire si, par exemple, en Pologne ou en Tchéquie ou en Normandie ou quelque part, on utilise les mains en mangeant, ça signifie que, etc. Et c'est très anthropologique ou même ethnologique. Et de mon avis, notre histoire en Pologne est très éloignée de l'ethnologie. Et c'est bien mal. On a des institutions séparées. On a des chercheurs séparés, on a des lieux séparés, des conférences séparées, et en fait, on sait très peu là-dessus. C'est-à-dire, parmi les historiens, les discussions sur l'ethnographie, c'est extrêmement rare, c'est presque inexistant. Pour eux, l'ethnographie, ce sont des recherches du terrain et dépassées d'il y a plusieurs décennies, en fait. Et après, on peut les utiliser comme les sources historiques, bien sûr, on fait ça. Mais en séparant les deux méthodologies, les deux approches. Et c'était toujours, et c'est aujourd'hui Marcin Kula, en Pologne, à Varsovie, qui critique cette perspective, cette, fragmentalisation, ce traitement comme les petits morceaux qui sont dispersés. Et il prône la comparaison. Et la comparaison, ça peut être la piste, mais la comparaison, c'est très dur. C'est toujours extrêmement compliqué. Moi-même, je voulais faire la comparaison des villes en Europe centrale et orientale, c'est-à-dire Bucarest, Varsovie. Et même en connaissant bien la langue, connaissant les sources, j'aurais trouvé toujours les difficultés. Comment comparer les phénomènes tellement éloignés, très similaires apparemment, mais peut-être c'est qu'en apparence, peut-être profondément, ce n'est pas tellement similaire. Et c'était très intéressant de discuter avec les collègues roumains
sur les similarités Varsovie-Paris, Varsovie-Bucarest, pardon, il soulignait toujours que c'est pas comparable. C'est pas comme ça. En apparence, on est différent. C'est une sorte d'autodéfense, je crois, dans le milieu historique. L'autodéfense du milieu et aussi de l'historiographie locale et en même temps de la tradition locale. Et maintenant, on observe la montée des mouvements politiques nationalistes partout, et chez nous aussi. Et avec cette montée, on voit la même mentalité, c'est-à-dire la mentalité qui refuse d'intégrer l'échelle locale à la globalisation, parce que globalisation, c'est le mal. C'est toujours quelque chose de dangereux. Mais voilà, je dirais en fait brièvement que je vois la possibilité de traiter la goutte d'eau comme une certaine structure, une structure qui révèle les phénomènes plus larges, mais c'est toujours le rôle du chercheur de mener la lutte. Et c'est la lutte très personnelle avec la matière historique. Et ce sera toujours très personnel. Et on peut dire plusieurs choses sur les nécessités de recherche, sur la globalisation nécessaire, sur les networks, etc. Mais ce sera, de mon avis, toujours l'historien, le chercheur lui-même qui va mener la lutte. Merci. Dziękuję bardzo. Merci. Et le troisième sujet majeur, essentiel de notre débat. Je ne cacherai pas que je me suis inspiré par le livre de Stéphane Van Damme, publié il y a juste une trentaine de jours. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais sa description est très intéressante. Voyageurs du doute, version dans l'altermondialisme. C'est un sujet qui pourra sans doute nous intéresser toutes et tous. L'un des problèmes majeurs concernant l'approche globale, c'est l'existence d'empires, empires coloniaux notamment. Il y a une opinion qui veut que les empires sont créés grâce au savoir. C'est le savoir qui les bâtit. Donc ma question est, dans quelle mesure le savoir est en mesure de créer de ces empires globaux et pour combien elle peut les contester dans le contexte de votre recherche? Cela pourrait être un problème très intéressant. Je m'excuse de ne pas pouvoir parler polonais. J'aurais bien aimé. Je suis tout à fait d'accord avec ce que moi aussi je viens de l'histoire urbaine, donc je partage tout à fait cette difficulté à faire de la comparaison. Alors, concernant l'histoire des sciences, en fait, la grande question qui a longtemps obsédé, hanté les historiens des sciences depuis le 19e siècle, c'est vraiment la question de l'universalité. Et donc, c'est un élément qu'on peut introduire dans la conversation à propos de l'histoire globale. C'est évidemment cette question qui était au milieu du XIXe siècle traitée comme une évidence, c'est-à-dire l'histoire des sciences, c'est une histoire universelle. Donc, dans une tradition, on va dire, héritière d'Auguste Comte. Donc, sans doute qu'on retrouvera cette figure quand on abordera les sciences sociales, les sciences politiques, évidemment. Du coup, c'est vrai que la manière dont on a abordé l'histoire globale au début du XXe siècle rejoint exactement ce que vous décriviez ce matin sur l'histoire universelle. C'était vraiment dans ce cadre d'une histoire universelle où le centre de gravité, ce n'était pas du tout la modernité, la globalisation, mais c'était les sciences arabes, les sciences grecques. Et donc le grand fondateur de la discipline Histoire des sciences, Georges Sarton, qui est un Belge qui a fait sa carrière à Harvard au début du XXe siècle, qui a créé la fameuse revue, enfin fameuse pour nous, historiens des sciences, ISIS. ISIS et son pendant Osiris, vous voyez la référence aux sciences égyptiennes, c'était un grand spécialiste des sciences égyptienne, puis arabe. Lui, il ne s'intéressait pas du tout aux sciences modernes.
était complètement en dehors de l'agenda. Je le dis parce que pour nous, ça nous semble évident que quand on parle d'histoire globale des sciences, ça doit être une histoire des sciences modernes, mais longtemps, ça n'a pas du tout été le cas. C'est vraiment durant la guerre froide que dans l'affrontement entre le bloc soviétique et le bloc atlantiste, on a voulu instrumentaliser la science comme faisant partie du programme des démocraties libérales d'un côté et puis des démocraties populaires de l'autre, dans une approche intellectuelle, idéaliste côté atlantiste, dans une approche matérialiste et marxiste côté bloc de l'Est. Donc, dans les années 80, quand apparaît le grand mouvement interdisciplinaire d'histoire des sciences, associé à ce qu'on a appelé aux États-Unis les Science Studies, par exemple, on s'est complètement détourné de ces débats sur les sciences universelles, et au contraire, on a cherché à les relocaliser, à relocaliser l'universalité des sciences dans le laboratoire. Donc on a fait vraiment une approche micro, le micro étant, alors c'est exactement le même moment que les microhistoriens définissent la microhistoria. Il n'y a aucune référence l'une à l'autre, mais c'est exactement au même moment, au tournant des années 70 et des années 80, que pour repenser l'universel, on relocalise l'activité scientifique. Alors depuis, évidemment, on est revenu sur la question du global dans une perspective plus géographique à travers 4 types d'approches. La première approche, c'est évidemment la question impériale, dans quelle mesure les sciences et les sciences modernes sont associées au programme de domination du monde. Et là, on voit bien comment l'approche universelle de Sarton, qui s'est finie avec le programme de l'UNESCO dans les années 50-60, avait en miroir son opposé, qui était le programme impérial des sciences, où les sciences modernes étaient vraiment associées à ce qu'on a appelé les machines coloniales, colonial machines. Donc il y a eu pas mal d'historiens qui sont revenus sur ces questions en essayant de montrer que la science moderne, en fait, repose sur l'établissement de réseaux longs, donc des réseaux qui sont impériaux en particulier, qui s'établissent pour couvrir le monde. Donc on voit bien, derrière cette problématique de la machine coloniale, on a le fantasme du réseau comme réseau de pouvoir, évidemment. Et pour faire référence à Michel Foucault, c'est évidemment une référence à Michel Foucault de Colonial Machine. Cette pensée machinique, très importante chez ces historiens des sciences, dont quelques Français d'ailleurs. Évidemment, le problème, c'est que leur vision de la machine coloniale était une vision très institutionnelle, en fait, qui connectait des institutions, et que, effectivement, quand on ouvre les archives, on se rend compte que rien ne fonctionne. Cette machine coloniale, elle est toujours grippée. Donc, pas de... les colonisations échouent, les gens meurent, les expériences aussi ne sont pas réalisées, les observations sont bloquées par les guerres. Bref, c'est un peu un échec de cette science, même si à partir du XIXe siècle, effectivement, on a beaucoup insisté, en particulier en histoire de la médecine, sur cette association progrès médical, le discours du progrès étant lié à ces questions impériales. Alors, la deuxième approche qui a été très importante, c'est la question de la globalisation des sciences. Ce n'est pas simplement les empires, c'est aussi l'idée qu'on a des sciences qui deviennent globales. Ce n'est pas qu'il y a simplement une globalisation via les réseaux impériaux, c'est que ces sciences deviennent globales et se pensent à l'échelle globale. On le voit bien aujourd'hui avec la climatologie, qui est une science globale. Il ne viendrait à personne de contester que voilà, c'est une science qui ne peut être locale. C'est vraiment très difficile de demander à un climatologue c'est quoi le climat de l'Europe. Il
va vous dire non, ça ne se pense pas à cette échelle-là, ça se pense à l'échelle de l'hémisphère nord, par exemple. Alors que durant tout le 19e siècle, la climatologie, c'est une science locale. Dans l'Empire des Habsbourg en particulier, voilà, il y a une climatologie des États-Unis, il y a des ouvrages qui prennent une dimension à la fois nationale ou locale, où on va étudier des phénomènes. Voilà. Donc cette émergence des sciences globales, elle repose aussi sur la définition des sciences par des normes, par des standards de mesure, hein, évidemment. Donc ça, c'est pas simplement l'organisation, c'est aussi l'établissement de normes internationales. Il y a une quatrième approche qui est une tension donc il y a eu un débat dans les 10 dernières années entre si on veut faire une histoire globale, faut-il abandonner l'histoire des sciences? C'est-à-dire finalement l'histoire des sciences, c'est pas le bon cadre d'analyse parce que les sciences sont trop occidentalo-centrées et donc si on veut inclure les savoirs indiens, les savoirs chinois, japonais, amérindiens, etc., il faut peut-être passer à une histoire globale des savoirs. Et donc, laisser tomber l'histoire des sciences, ou en tout cas la cantonner à une région du monde. C'est une forme de régionalisation de l'épistémologie. C'est Lorraine Daston, qui a dirigé l'Institut Max Planck de Berlin, qui a proposé cette perspective, alors, qui a étonné tout le monde, parce que elle est peut-être dans l'institution la plus prestigieuse qui est censée défendre l'épistémologie historique comme programme, mais c'est quelque chose d'assez intéressant dans la mesure où elle a une approche morphologique de l'histoire des sciences. L'histoire des sciences, c'est une histoire de la rationalité scientifique. Donc on peut, d'une civilisation à une autre, d'une région à une autre, identifier des formes de savoir qui sont communes. Donc là, c'est quelque chose qui a à voir avec une forme d'anthropologie des sciences structurale dans lequel l'outillage mental, en fait, est partagé. Hein. Donc là, elle renoue avec cette histoire universelle qu'on tienne, hein, c'est-à-dire que finalement, dans le cerveau de chaque individu, il y a la capacité rationnelle pour développer une rationalité scientifique. Et puis le quatrième grand débat qui a eu lieu, donc là, qui a lieu en ce moment, c'est, vous l'avez rappelé, c'est plutôt autour des critiques de la globalisation, et en particulier une forme de déglobalisation de l'histoire des sciences qui est en train d'avoir lieu. Et là, on peut noter, par exemple, des travaux très intéressants, ceux d'Antonella Romano sur les jésuites. Donc, voilà comment elle a fait une enquête sur comment les jésuites ont intégré la Chine dans l'horizon de leur savoir aristotélicien au XVIe et au XVIIe siècle. Comment en fait s'est fait ce processus d'englobement. Elle utilise cette mot, alors c'est intraduisible, c'est même pas un mot français d'ailleurs, englobement. C'est un néologisme qu'elle a créé justement pour mettre l'accent sur les processus de représentation des savoirs. Et voilà, c'est un très beau livre. Je ne sais pas si il a été traduit en italien et en espagnol. Je ne sais pas ce qu'il en est en polonais, mais voilà, c'est un livre qui mérite d'être traduit. Et puis, évidemment, du côté de l'histoire environnementale, beaucoup de critiques sur la question du global, évidemment. Bon, post-pandémie, bien sûr, la question, l'attaque contre l'OMS, de Global Health. Donc, voilà, toutes les critiques qui émergent du monde scientifique pour relocaliser l'expertise, bien sûr, sortir de ces grandes organisations, de ces grandes sciences globales. Donc il y a le même mouvement en climatologie. Voilà. Un certain nombre de sciences sont en train de commencer à critiquer cette dimension globale qui fait qu'on a des difficultés justement à penser ces objets qui sont des objets qui sont trop grands et donc trop abstraits. C'est ce qu'on appelle les hyper-objets, voilà, le climat, etc. C'est-à-dire, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'histoire globale qui penserait des phénomènes globaux. Et en fait, le problème, c'est qu'elle pense mal ces phénomènes globaux, et donc il y a une sorte de débat. Et puis, pour finir, voilà, l'idée de cette discussion qui s'est ouverte il y a quelques années,
sur la déglobalisation, c'est vraiment de faire ressortir aussi l'aspect subversif des sciences. Parce qu'en fait, vous l'avez bien compris, dans les trois premiers paradigmes, dans les trois premiers débats, impériaux, globaux, de globalisation, de sciences globales, etc., on est toujours avec une conception des sciences du côté de la domination. Hein, les sciences servent à dominer le monde, les sciences servent à conquérir le monde. Or, on se rend compte aussi qu'il y a plusieurs manières de pratiquer les sciences, il y a plusieurs épistémologies, des épistémologies concurrentes, et que longtemps, il y avait même un aspect subversif dans la pratique de la science qui visait au contraire à questionner, à critiquer les ordres dominants, et en particulier à contester une version héroïque de la science. Et donc récemment, il y a un très bon ouvrage publié par James Poskett, un historien des sciences britannique, qui s'appelle Horizon, A Global History of Science, qui fait une histoire globale des sciences en soulignant tout ce que les sciences occidentales doivent au reste du monde. Et c'est vraiment très intéressant, c'est décapant, parce que vous avez effectivement, tout d'un coup, vous avez les circulations sahéliennes, vous avez les sciences indiennes, vous avez qui sont je veux dire, on démontre en fait leur circulation dans les mondes occidentaux. Et donc on a une perspective qui est renversée par rapport au récit de la domination et un récit diffusionniste vers le reste du monde. Voilà. Donc je m'arrête là, c'est simplement pour vous dire que voilà, l'histoire des sciences, c'est un des... Bon, évidemment, je vais faire mon plaider pour l'histoire des sciences. C'est un des champs où les discussions ont été très intenses sur ces questions d'histoire globale. Merci. Dziękuję bardzo i na to samo pytanie. Si, même question pour Dagobert Nakauva. Trudno, bo tak doskonałe wypowiedzi mojego przedmówcy. Difficile, après cette intervention magnifique de mon prédécesseur au micro, avec lequel j'abonde dans son sens, il sera difficile d'y chercher un conflit. On est allé de la même direction, les deux, lorsqu'on a pensé de l'empire global des connaissances, plutôt que des empires politiques, encore que l'un sait être lié avec l'autre. Et nous en sommes également conscients de l'impact de l'ordre impérial sur la science. Comment on peut faire que parmi deux impères, deux empires qui gèrent mais obéissent à la même logique, aujourd'hui cela devient bien plus complexe, car on voit en même temps l'épanouissement ou l'explosion des ordres tribaux de connaissances et la construction également de l'histoire complètement à côté du savoir académique et de la géographie. Cela a lieu également. Mais je le perçois aussi en tant que, non pas menace, mais un potentiel pour l'avenir, l'existence d'un savoir colonial impérial inspire les pratiques de résistance, la recherche de nouvelles solutions, la pose de nouvelles questions, de chercher de nouvelles réponses et également définir de nouveaux objectifs auxquels sert la production du savoir historique dans le contexte polonais. L'exemple, ça peut être l'épanouissement de l'histoire du sauvetage, non seulement la part des historiens, des chercheurs, mais également du commun des mortels qui essayent de construire et redécouvrir leurs connaissances locales sur la base des connaissances très privées, pas professionnelles, dans l'avenir, dans le passé. Et ce mouvement est très fréquenté. C'est une sorte de réponse à la question si les historiens, avec leurs compétences et leurs sujets, répondent à la demande sociale. Cette résistance est inscrite d'une manière ou d'une autre dans la réaction à cette attitude et pratique hégémoniste des savoirs académiques et historiques qui est globale. Mais je ne sais pas s'il est universel. J'ai l'impression plutôt qu'actuellement, nous passons à une sorte de processus d'hégémonie anglophone. J'en suis l'exemple, je ne connais pas le français. Si j'étais né il y a un siècle plus tôt, j'aurais le français plutôt comme langue de conférence. Cela se passe actuellement et on voit généralement comment
cette manière américaine de la production du savoir, de la distribution de savoir, influe sur ce qui se passe dans le champ historique. Un bon exemple ici, c'est le paradoxe de l'histoire postcoloniale, qui naissait à la périphérie, en dehors des centres académiques. Et ce n'est que grâce à ce que les Indiens sont tombés dans des universités américaines, cela est devenu la part également et des connaissances dont profitent d'autres pays, les historiens, les chercheurs, non seulement du passé, mais également de la culture. Donc, la mise en question postcoloniale du savoir global académique atterrit par des universités globaux dans le commerce international. C'est un paradoxe, je ne sais pas, réjouissant ou pas, cela nous est donné à vivre. Je ne critique pas ici une approche globale, car à coup sûr, parmi les aspects positifs d'existence de ces empires globaux de connaissances, c'est la possibilité de surmonter certains modes de pensée anciens, l'histoire, surtout la plus récente, moderne et nationale. Si il y a un chemin qui mène à une autre pensée que nationaliste du futur, c'est à travers l'histoire globale liée avec son histoire, à ce niveau micro. Certaines solutions nationales, interprétation du passé, ne jouent plus, tout simplement. C'est un autre espace où on peut abandonner certaines imaginations qui se placent au centre de la gestion des connaissances nationales sur le passé. Et c'est aussi un enseignement qui découle de la question sur les marges, la marginalité qui intervient, car cela se passe au niveau central. Si on parle de la politique historique de l'État, c'est justement dans le tandem global-micro. Encore une chose qui me vient à l'idée, et la question inspiratrice, à savoir la question de notre subordination à cet empire dont nous relevons, à savoir l'empire des archives. Nous savons et nous posons des questions en fonction des archives que nous avons connues, dans le cadre polonais, surtout 19e, mais également actuellement, dans la modernité, nous avons affaire à une situation où, sur ce territoire, se heurtent et s'entrechoquent les archives et les sources de différentes politiques impériales. Le meilleur exemple, c'est le 19e, 3 empires, Habsbourg, Russie, Prusse, et chacune de ces sources offre des matériaux différents. Il est très difficile de puiser du matériau de comparaison pour pouvoir comprendre que là cela se passait et comment cela a façonné l'histoire de la région. Mais cela peut-être nous enseigne sur l'avenir, à savoir que les archives telles que le russe ou habsbourgeois parlent de différentes régions qui après se sont transformées nationalement parlant et sont devenues histoire nationale. Il va y avoir donc peut-être de l'avenir pour qu'à ce niveau archives, entendu métaphoriquement, on puisse trouver une source de résistance. Je crois dans la contestation de la part des connaissances, non pas le respect pour nos antécédents. Historiens. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, nous avons pensé ouvrir une autre série de temps de réponse pour vous. Intervention libre. On peut bien entendu rebondir sur tout ce que d'autres ont dit, mais je vous proposerai peut-être une chose, à savoir une réflexion avec laquelle vous pouvez ne pas être d'accord, mais dans toute notre intervention d'aujourd'hui, un problème m'est apparu, à savoir localité de l'histoire globale, non pas lieu de l'étude, mais instrument créé localement. Certaines différences entre l'histoire locale créée en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en France on le voit également, en Allemagne ou en Pologne. C'est d'un côté du carburant pour l'histoire globale, mais de l'autre côté, ça crée des cultures
local dans la géographie globale, ce qui est un peu sapé l'idée même de l'histoire globale. Dans le cas des pays avec une plus longue tradition, c'est un milieu naturel, dirais-je, mais peut-être essaierons-nous tout simplement réfléchir qu'est-ce que cela veut dire dans le cas d'acceptation de ce monument historique, mais également d'y voir une place pour des versions locales du globalisme que nous associons aux connaissances historiques, que nous soyons plutôt en Orient extrême ou en Amérique du Sud. On peut y apporter de la couleur locale pour l'étude même de l'histoire globale. Nous avons certaines expériences ici, car aussi bien la science française que polonaise se trouvent déjà un petit peu à la marge de ce centre de l'histoire globale mondiale. Un problème intéressant, me semble-t-il, pour aujourd'hui. Mais dans cette série de questions et de réponses, vous avez la liberté pleine et entière de commenter tout ce que vous avez entendu et toutes celles que vous avez entendues, dans l'ordre que nous avons entrepris pour commencer. Merci beaucoup. En fait, à propos de l'histoire globale, il est intéressant de noter qu'en Russie et en Chine, vous avez des traditions historiographiques et pédagogiques qui font qu'en Chine, par exemple, vous devez choisir comme étudiant soit histoire chinoise, soit histoire du monde, sous-entendu sans la Chine. Et donc, en fait, la Chine n'est pas dans l'histoire du monde. Et c'est d'ailleurs une des raisons, parce que tout simplement les Chinois pensent qu'ils sont largement autosuffisants et qu'ils ne peuvent se comprendre que par rapport à eux-mêmes. C'est d'ailleurs pour ça que des ouvrages comme The Great Divergence de Pomerantz ont été globalement mal reçus en Chine, en disant cette espèce d'histoire globale, quantitative et économique, qui dit que la Chine a été dépassée par l'Angleterre parce qu'il y avait du charbon, etc. Il dit tout ça, ça ne prend absolument pas en compte 3000 ans de culture chinoise, et donc en fait c'est de l'idéologie américaine, mais ça n'a pas d'intérêt pour l'histoire de la Chine. Donc là, évidemment, ça change totalement les perspectives. On continue ? Oui, je pense que les Chinois ne sont pas les seuls, parce que les Grecs étaient grecs et les autres étaient les barbares. D'accord ? Et puis pendant un certain temps, il y avait la civilisation et les autres. Et puis après, on a eu les civilisations, chacune des civilisations étant fortement essentialisée, etc. Donc, on est toujours, l'autre est toujours l'autre de nous-mêmes dans beaucoup de monde. Et les Inuits, je crois que beaucoup de cultures s'appellent les hommes. Les Inuits, c'est les hommes, et les autres ne sont pas les hommes. Et chacun s'appelle les hommes et les humains, quoi. Et voilà, etc., etc. Donc, voilà, le problème, c'est l'histoire nationaliste. En fait, on en a parlé 50 fois aujourd'hui. Est-ce que l'histoire locale, c'est l'histoire du nationalisme qui empêche de voir l'intérêt des autres ou que nous ne sommes pas les meilleurs, qui qu'on soit? Ou est-ce que l'histoire locale, c'est partir d'une certaine échelle qui permet de comprendre des phénomènes en mettant plusieurs échelles associées? Par exemple, je prends l'exemple des mondes musulmans dont je suis spécialiste. On peut parler de l'ensemble du monde musulman à condition d'en voir la diversité. Et si on opte pour dire, bon voilà, il y a une grande diversité des modes de gouvernement, des populations, y compris de la géographie physique. D'ailleurs, c'est pas la même chose d'habiter les montagnes, les plaines, les déserts. Bon, voilà, on peut prendre des grands espaces, et puis si, à condition qu'on en voit la diversité, la connectivité, etc. Voilà, c'est des questions d'angle d'attaque des problèmes. Le fait de pouvoir partir du local ou pas. C'est une question idéologique. Comment est-ce qu'on pense l'histoire du monde? Est-ce qu'on l'instrumentalise au profit d'une idéologie nationale, ou est-ce qu'on pense l'histoire du monde comme un monde divers où chacun est légitime à avoir sa propre histoire? Et nous, historiens, notre devoir, c'est de faire émerger les différents points de vue pour essayer de monter en généralité parfois, pour comprendre certains phénomènes qui peuvent être effectivement transversaux, et puis d'autres non, d'autres ont leur spécificité, et bon voilà. Je sais pas si oui. Merci. Oui, moi j'ai juste sur la question de l'histoire globale, ça m'a frappé aussi
avec l'intervention sur le post-colonial, c'est quelque chose que j'avais oublié là. Je pense qu'effectivement, il y a une injonction à provincialiser l'histoire globale d'une certaine manière. Hein. Paradoxalement, alors qu'on a œuvré pour dire qu'il fallait décloisonner les aires culturelles, reconnecter, etc., maintenant on est un peu dans le mouvement inverse. Hein. Et je pense que ce qu'il faut défendre d'un point de vue épistémologique, c'est une forme de perspectivisme aussi. C'est-à-dire, bon, je sais que ça ne fait pas plaisir aujourd'hui à certains philosophes de dire que il y a des savoirs situés, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que la pratique historienne, elle est vraiment située. Elle est située dans les archives, elle est située dans un contexte, elle est située dans une époque, dans une culture, dans une langue, etc. Donc, masquer ce genre de choses, c'est vraiment problématique. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, ce qui m'intéresse, par exemple, je le dis toujours à mes élèves, c'est de dire... c'est presque une approche stylistique, c'est-à-dire de dire il y a des styles scientifiques différents. Voilà. C'est pas parce qu'on fait tous de l'histoire des sciences, on fait tous de l'histoire économique, etc., qu'on ne pratique pas. Donc, faire un inventaire de ces styles, ça me semble très important, en fait. Et en particulier pour des apprentis historiens qui n'ont pas cette capacité de cartographier le champ, de produire cette carte. Et cette carte peut être critique, amendée, ajournée, etc. Mais ça me semble très important et puis peut-être quitter l'optique UNESCO, qui était celle de Joseph Needham, le spécialiste des sciences en Chine, qui disait que l'histoire des sciences, c'est un grand fleuve dans lequel chaque civilisation se jette. Alors c'était très beau hein, comme image, etc. Mais évidemment... il y a toujours une petite ambiguïté, il y a une forme de vectorisation du temps, c'est-à-dire évidemment le grand fleuve, c'est le nôtre à la fin, c'est celui des sciences occidentales, il ne faut pas se le cacher. Donc, ok, il y a eu des sciences arabes, ok, mais bien sûr qu'il n'y a plus de sciences arabes. Hein. Si les Arabes font encore des sciences, c'est parce qu'ils font nos sciences. Donc ça, c'est quand même un tout petit peu plus gênant, je dirais. Donc on ne dit jamais la fin de l'histoire, mais je dirais peut-être que là, il faut faire attention dans cet effort postcolonial où voilà, il faut essayer d'être. Il y a un mouvement de balancier entre la globalisation et le postcolonial. Disons, il y a une troisième voie à trouver qui me semble importante. Je voudrais faire une référence, me réfère à Boisgey, c'est ce qu'il disait. Au sujet de l'histoire globale contre l'histoire politique nationale. Donc, ce qui est intéressant en Pologne d'aujourd'hui, ou presque d'aujourd'hui, c'est d'observer qu'il s'agit d'un moyen de sortir du provincialisme par la mondialisation de l'histoire. Et dans ce cas, dans le cas de la Pologne, il s'agit en particulier de l'époque jagiellonne de l'histoire de la Pologne, en tant qu'outil de fierté nationale, bien entendu, mais aussi dans la constellation politique actuelle, il s'agit de quelque chose de plus, aussi je dirais, de produits d'exportation nationale, aussi avec le problème de la frontière entre ce qui est l'histoire globale et ce qui est le simple exotisme. Pour l'exportation, disons. Je dirais, il s'agit, ou peut-être il s'agissait d'une vision de la politique historique en Pologne de l'ère pré-ukrainienne, d'avant la guerre en Ukraine. Parce que la guerre en Ukraine change cette constellation vers, disons, un paradigme plus traditionnel, plus conservateur, permettant un retour à une histoire polonaise plus locale et héroïque pour l'exportation, pour ainsi dire. Donc c'est cette dimension politico-idéologique clairement visible. Merci. Oui, je suis tout à fait d'accord. En même temps, même si peut-être l'historiographie polonaise peut sortir de ce ghetto national, elle a sorti il y a
bien plusieurs décennies, mais c'est visible dans les plus petites universités, dans les instituts, on voit toujours cette échelle, disons, réduite de pensée. Mais je m'inquiète encore d'une chose qui est, je crois, toute neuve, et qui provient de la globalisation, mondialisation de la science elle-même. C'est-à-dire, il y a 200 ans, c'était le modèle de chercheur, très masculin en fait, de chercheur qui est brave, qui part en solitaire, en solitude, vers les terres inconnues. Il fait le terrain, il découvre les choses, il découvre les sources, il achète fréquemment pour très peu d'argent des objets, comme c'était en Afrique par exemple. Alors il est grand, il revient et il présente les choses au public civilisé. Et c'était le modèle 19e, bien sûr très, très dépassé, après dépassé par les pistes comme histoire orale, etc., parce que ces populaces qui étaient locales restaient muettes, en fait, restaient toujours muettes. C'est toujours le porteur de parole qui était savant, qui était éduqué, civilisé, etc., et il ouvrait la porte des médias et des institutions historiques ou anthropologiques aux terres inconnues. On croyait qu'on a dépassé bien cette période, mais avec la globalisation de la science, on a les choses qui m'inquiètent et que j'observe à chaque jour. C'est le développement de la science par les réseaux et par les institutions internationales, mais alors ce sont les réseaux bien financés. Et la question qui était jadis, disons, de deuxième rang, c'est aujourd'hui dans le système des grants, dans le système de rivalisation entre les grands centres et les petits centres locaux, c'est la question tout à fait pertinente. Et on découvre la même chose. C'est le 19e, c'est-à-dire, il y a un savant, disons, américain, qui dispose d'un budget énorme en comparaison avec le budget local. Voilà. Je ne voudrais pas stigmatiser personne, mais je vois ce phénomène. Et en disposant de l'argent, il simplement achète les recherches. C'est-à-dire, il fait pas, en fait, il ne connaît fréquemment pas la langue locale. Mais il peut acheter toutes les recherches possibles localement, en finançant bien sûr les pauvres historiens ou anthropologues locaux. Alors il fait du bien aux gens, quoi. En ramassant le matériel énorme, fréquemment très intéressant, fréquemment très neuf, en le publiant sous son propre nom, il devient le connaisseur du sujet, comme le savant du 19e. C'est le même scénario, je crois. Et je vois les gens qui font les recherches pour les personnages qui restent, je ne sais pas, extrêmement éloignés, des milles de kilomètres, et qui posent rarement le pied sur le terrain. Et c'est même peut-être pire que le 19e. Et après, on a les vagues de recherche sur les sujets qui ont été projetés, qui ont été préconçus ailleurs, qui ont été par le biais des réseaux scientifiques et des grants implantés localement, mais disons que cette échelle locale n'est pas vraiment, elle est muette, elle est toujours muette, c'est-à-dire cette société locale, elle reste muette, et fréquemment c'est la société savante, c'est-à-dire ce sont les historiens qui restent muets parce qu'ils n'ont pas de ressources et de possibilités de changer le cours des choses. Et voilà, ça m'inquiète. Et je voudrais dire ça ici parce que je crois que c'est aussi l'organisation des choses, l'organisation de la science et le succès énorme des sciences postmodernes, disons, sont aussi le fondament d'un décalage, je crois, d'un décalage dans le temps et dans l'espace. Et c'est très, très, très bizarre. Merci. Je passerai encore la parole à Chaberski. En entendant ces interventions très intéressantes, ces idées,
Je pensais au problème que suscitait l'étude de l'histoire globale si l'on tient compte de la perspective dont il a été question, chinoise, mais également indienne. De la perspective chinoise, nous avons affaire à une autre tradition historiographique à l'échelle, aux traditions locales de l'histoire, l'histoire écrite que nous appelons nationale. C'est adopter une certaine perspective parfois impériale. Donc il y a les problèmes qui se superposent tout de suite. Empire, État national, qui en soi est un empire. Et maintenant, l'approche de l'histoire globale du point de vue chinois, telle que nous connaissons, qui est produite dans de différentes institutions occidentales, est problématique dans la mesure où apparaît la question, comment dirais-je, d'imposer un ordre néocolonial, encore une fois, sur l'image de l'historiographie chinoise, qui est déjà inscrite dans la narration présente dans l'Occident et observée d'une manière ou d'une autre par la perspective occidentale, et en même temps enfreignant sur l'ordre local de construction du savoir. On peut l'appeler nationalisme, mais on peut également profiter en tant que réalité, car c'est un problème réel. Nous avons un autre sens de connaissance, de création de la science, qui s'auto-ordonne, ordonne le monde, qui est concentré. Il est difficile de priver l'histoire globale de ce patrimoine. Je méconnais. Bon, prenons les jésuites. Un excellent exemple. Mais grandement globalisé. C'est toujours les connaissances qui est créée par des Européens. Donc c'est une monde d'envelopper le monde, de l'englober et des tentatives d'intégration globale. Je pense que nous avons affaire à cela également dans l'historiographie chinoise. Il existe toujours une autre perspective que l'on pouvait jouer avec d'autres ordres historiques. C'est toujours une voie ouverte. C'est bien plus complexe que si l'on rejetait l'idée que c'est de l'histoire nationale et non pas globale, comme cela on l'a vu faire par le ministère de l'Éducation. S'agissant de l'histoire du monde, notamment, on y voyait de bizarres choses. En tant que chercheurs, nous avons bien plus de problèmes qui n'ont toujours pas été analysés suffisamment par nous. Voilà. Merci. De Brochna. Sous l'impact de ce que je viens d'entendre, de penser quelles sont les questions qui sont apparues, la question de limitation des possibilités globales comparatives. Je pensais non pas région, mais temps. L'histoire du monde occidental est inscrite dans le cadre de la chronologie chinoise. Et d'emblée, il s'avère que nos clivages n'ont pas de sens. C'est comme penser mathématiques en système décimal et binaire, difficile à coopérer. Y a-t-il une possibilité de créer un cadre temporel, de penser temps et échange historique en termes d'autres que ceux qui nous sont apprivoisés dès l'enfance, du premier contact avec l'histoire que nous avons à l'école primaire? La deuxième question, c'est peut-être la dénomination que certains chercheurs et certains interprètes de l'histoire, religion. Vous avez été témoin d'une situation, le rédacteur d'une revue dans le monde, quelle qu'elle soit, où un critique dit que le texte manque de tel ou autre élément, ou que la structure du texte est mauvaise. Chez nous, dans la revue, c'est autre chose. À moi, il m'est arrivé de recevoir d'une rédactrice allemande le texte. Chez nous, au début, on explique sur quoi votre texte va être pour leur donner au lecteur la possibilité de savoir qu'il continue.
C'est une habitude que dans beaucoup d'historiographie, cela n'est pas pratiqué. Vous connaissez la structure américaine du texte historique. Case study, explication de principes théoriques et de quoi on va parler, après argumentaire et conclusion. C'est une image tout à fait autre que la plupart des textes auxquels j'ai affaire, moi, dans l'historiographie polonaise. Et c'est le problème. Si nous devons nous subordonner à l'hégémonie d'exercice de la narration historique, et de l'autre côté, la question de savoir si ces différents systèmes décimales, binaires, ajoutons encore le système britannique qui est tout à fait bizarre, est-ce qu'ils vont se compléter? Est-ce qu'ils peuvent entrer en dialogue? Ou on doit être condamné à utiliser un mode de narration spécifique? Ce n'est pas une question de langue, mais de ce que l'on voit très bien dans l'historiographie polonaise, où on voit aussi bien le système français apparaître, de rédaction des notes, et l'allemand de rédaction de notes. Et on le voit parfaitement au niveau du nombre de ces notes et de la longueur du texte. Ou bien chacun a le droit de faire ce qu'il pense bon. Je ne suis pas d'accord pour dire que le chercheur du XVIIe siècle était un individuel. On sait que derrière tout individu, il y avait des maîtresses des femmes et d'autres qui lui permettaient de ramasser l'histoire. De façon moderne, c'est peut-être quelqu'un qui s'impose, tout simplement, qui s'attribue le travail de l'autre. Et peut-être, il en est ainsi que l'historiographie est également le fruit d'un effort commun. Si l'on est ainsi, il est bon de le reconnaître et de placer toutes ces personnes ayant pris part au processus de la création des connaissances parmi les auteurs ou co-auteurs du texte. Je ne sais pas jusqu'au bout si nos doutes sont essentiels compte tenu du fait que les médias par lesquels nous nous exprimons en parlant histoire changent. Allons-nous continuer à écrire ou peut-être tourner des films ou des jeux numériques? Que va devenir la science à l'époque de nouveaux médias, de la nouvelle manière d'exprimer et de construire le savoir? La dernière remarque en marge. Je ne suis pas d'accord pour dire que l'histoire locale doit être nationale, nationaliste. De ma perspective, cela peut être un savoir très global parce que nous observons de toutes petites aires où il y a la présence des représentants de divers groupes sociaux très diversifiés, ethnies, confessions. Au niveau national, dans l'historiographie classique, nous pouvons annuler les minorités, mais je ne m'imagine pas l'histoire d'une communauté locale, quelle qu'elle soit, qui compte très peu d'individus, une communauté où tout le monde se connaît et représente le même historical culture. Je passe outre toutes les personnes qui ne vont pas à l'église ou qui ne vont pas au temple protestant ou ne prennent pas part aux travaux de la communauté juive au niveau local. On voit que cela est conciliable. Dans les sources polonaises telles que je connais, à leur étude, on voit que même les gens peu éclairés ou très peu éclairés, habitants de telle région, se servent de différentes langues de façon courante et savent même s'exprimer dans une langue qu'ils ne connaissent pas, même s'ils ne l'écrivent pas. Nous avons d'autres exemples aussi. Je crois en la localité qui est problématique du point de vue national. Il est bon de nous en souvenir que la nation, c'est quand même une construction tout à fait moderne et qui, grâce à l'histoire globale, savait l'être pas tellement naturelle et universelle pour tous. Merci. Merci. De notre débat, on pourrait en conclure que toutes ces histoires, qu'elles soient globales, mondiales, connectées ou croisées ou autres, toutes ces modalités de pratiquer l'histoire pourraient être considérées comme une manière pour les historiens de faire face au processus social réel, donc la mondialisation, pour des raisons multiples et variées.
tous les sens, pour des questions politiques, financières, économiques ou intellectuelles même. C'est ce poids qui nous tombe sur les épaules et que nous produisons, nous inventons la manière de parler du passé qui correspondrait à nos problèmes contemporains à des niveaux variés. Je voudrais vous poser une courte question ultime à nos chercheurs. Qu'est-ce qui nous manque dans ce complexe de l'histoire internationale, globale, connectée, croisée? Qu'est-ce qui nous manque au niveau émotionnel? Est-ce que ce qui nous manque, c'est un champ de recherche, une méthode de recherche, une méthode d'interprétation? Où est-ce que nous aimerions que cela puisse aller ou dans quel sens aimerions-nous pousser ce problème? Avons-nous des idées là-dessus ou est-ce que nous allons nous vouer à ce que cet édifice par inertie va véhiculer lui-même? Qui est-ce qui voudrait intervenir en premier? Pour la plupart des cas, je suis pessimiste, mais récemment, je me suis mis à parler de manière constructive sur l'avenir des études historiques. Je sais que c'est une conscience collective, c'est là le démon du nationalisme et de coexistence d'approches contradictoires. Mais l'historiographie est une manière d'enseigner comment percevoir l'autre. L'homme est différent et autre et incompréhensible. Il faut beaucoup d'efforts pour comprendre pourquoi il a agi ainsi et pas autrement. Donc, je vois dans l'histoire un outil d'empathie par rapport à l'individu et par les temps qui courent, par rapport à des individus inhumains, pas seulement à des représentants du Homo sapiens. Donc, cela peut sembler curieux, mais c'est peut-être l'avenir pour nous, historiens, historiennes. Désolé, mais je suis très mauvais en émotion. Non, c'est vrai, donc pour moi l'histoire est plus intellectuelle. Je ne me sens pas très concerné, moi, par tout le débat histoire globale contre ou versus nationale, parce que comme je travaille sur l'Antiquité, il n'y avait pas de nation, donc c'était pas la question, quoi. Je veux dire, alors je sais bien que les nations existent ou qu'on les fait exister aujourd'hui, mais comme j'ai du mal à y croire, j'ai du mal à m'investir, tout simplement. Je conçois que c'est un problème, j'ai du mal à croire que c'est un problème essentiel. Ça me semble en partie un problème illusoire, même si c'est une réalité, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qui nous manque? De toute façon, il faudra bien élargir sérieusement à tout un tas d'aspects. En fait, l'histoire jusque vers 1800 et peut-être même jusque vers 1830, avec des gens comme Humboldt, on ne faisait pas vraiment la distinction entre, disons, l'anthropologie et la cosmologie. Je veux dire par là qu'il était évident que les humains faisaient partie, alors, soit de la création, ça c'était l'aspect héritage évidemment chrétien, soit ils faisaient partie d'un monde général où il y avait des relations qui semblaient assez évidentes entre l'homme et le milieu, donc on ne les séparait pas. Alors ça, aujourd'hui, évidemment, c'est quelque chose qui nous semble logique à cause de l'environnement, de la crise climatique, de la disparition des espèces, etc. Mais pendant 150 à 170 ans, l'histoire a été essentiellement seulement humaine, si je peux dire. À savoir que les autres espèces ou l'environnement, ce n'était pas central. Et que ce soit du côté occidental, dans le projet libéral ou dans le projet marxiste, c'est l'homme, l'humain qui fait l'histoire. Il ne la subit pas, il la fait. Bon, ça, aujourd'hui, on commence à se rendre compte que c'est moins évident. Et donc, il va falloir modifier cette global history pour effectivement prendre tout ça en compte, parce que ça va devenir de plus en plus urgent. Mais c'est un constat, ce n'est pas forcément une émotion, je suis désolé. Merci. Alors, dire que pour l'Antiquité, il n'y a pas d'État-nation de la manière dont il y en a à partir du XIXe siècle, ça peut quand même, les États-nations, enfin les historiens qui viennent des États-nations, ont pu lire l'histoire de l'Antiquité d'une manière ou d'une autre. Par exemple, vous savez bien que l'Afrique du Nord a été lue
au XIXe siècle par les historiens français, comme le modèle romain était un super modèle auquel correspondait le modèle français civilisationnel, alors qu'entre l'Antiquité et 1830, franchement, c'était les Dark Ages de ces pauvres non civilisés qui étaient au milieu. Donc l'État-nation était quelque chose qui a promu un type d'histoire, y compris pour l'Antiquité. Voilà, ça c'est un détail. Alors pour revenir, mais je pense que vous en êtes d'accord, mais pour venir à ce qui nous manque, je crois que ce qui serait bien, c'est qu'on fasse plus d'histoire collectivement, c'est-à-dire chacun peut avoir une spécialité, ça permet de travailler sur de larges espaces, en étant spécialiste, parce qu'il ne s'agit pas de travailler sur de larges espaces à la Toynbee, du genre je suis spécialiste de rien et je parle de tout, mais plutôt on est nombreux, on se met ensemble, ça peut être sympathique, chacun selon sa spécialité, donc ça permet de contextualiser, parce que l'histoire c'est toujours en contexte, avec un type d'archive, quelqu'un l'a déjà dit, un type d'archive, un type de lieu qui promeut quelque chose, il ne s'agit pas d'être juste à des échelles très très macro, donc, mais si on veut atteindre du global, il faut partir de plusieurs locaux, voilà. Et pour le faire, il faudrait être nombreux et promouvoir de la recherche collective avec plusieurs spécialistes de différentes contrées. Et pour éviter que ce soit l'Europe de l'Ouest qui nous dicte nos objets, ce qu'on pourrait faire, c'est se réunir à des gens spécialistes de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, du Japon, de l'Europe de l'Est, etc., proposer des objets issus, des objets un peu généralisants, et voir comment on a traité les questions de l'eau dans toutes ces civilisations, les questions de l'appropriation, de la non-appropriation, trouver des thématiques et travailler tous ensemble dans des langues avec le magnifique traducteur qui nous aiderait à être tous ensemble, même si on ne connaît pas les langues les uns des autres, pour faire de l'histoire pensée collectivement, y compris dans la production des objets. Comment penser nos objets avant même de travailler collectivement. Voilà. Oui, je vais m'inscrire aussi dans ce qui vient d'être dit. En fait, moi, j'ai envie je suis plutôt d'un naturel optimiste. Je dirais que on a envie de promouvoir une histoire plus inclusive. Et par rapport à il y a 30 ans, quand moi je faisais mes études, je trouve que de ce point de vue-là, on a encouragé la curiosité. C'est quand même pas rien. Même si c'est imparfait, même si on aimerait plus d'ouverture, etc. Je pense que ça c'est quand même c'est important quand même de le dire. C'est pas une historiographie qui est refermée sur elle-même. C'est quand même quelque chose d'important. Elle n'est pas juste connectée méthodologiquement, elle est connectée aussi dans la pratique de l'histoire. Et effectivement, il y a une injonction au collectif. Et c'est-à-dire, pour moi, c'est une manière de réinventer aussi la discipline historique, qui est fortement menacée quand même de redevenir conservatrice. Elle a été longtemps. Il faut quand même, moi, ça me fait quand même rigoler. En France, on pense que l'histoire, c'est une discipline de gauche. Mais si vous voyagez ailleurs, dans le monde, vous vous rendez compte que c'est plutôt l'establishment, l'histoire. Dans beaucoup de pays, les hommes politiques sont formés à faire de l'histoire. Donc, chez nous, c'est plutôt les sciences de gouvernement, les sciences politiques, etc., ou le droit. Mais ailleurs, l'histoire reste une discipline de tradition, en fait. Donc, c'est assez intéressant de voir que, à mon avis, même si ça ne va pas beaucoup plus loin que ça, il y a quand même une petite ambition de réinventer du collectif grâce à l'histoire globale et d'en finir avec une autre tendance qui est une tendance très individualiste, qui pour moi est l'histoire récit, l'histoire, je dirais la tendance, on va dire, belles lettres, qui a beaucoup en France aujourd'hui, qui est une tendance qui est du côté du roman, qui est du côté de la fiction, voire de l'autofiction, parce que voilà, ce qui est insupportable aujourd'hui, c'est que c'est pas juste qu'on écrit les récits des autres, mais qu'il faut quand même y mettre son récit personnel. Alors je suis dans les archives, voilà.
Alors, bon, moi, je ne pratique pas du tout cette histoire-là, mais je veux dire, je pense que l'histoire globale, enfin, on l'appelle globale, connectée, voilà, nous pousse par incompétence, ignorance, à associer des chercheurs, à faire sauter les verrous qui existent institutionnellement entre chercheurs professionnels et enseignants-chercheurs. Enfin, il y a plein de choses que permet l'histoire, cette histoire, en fait, qui me semble très important. Donc, il y a, pour moi, un potentiel subversif, très clairement, même si, voilà, il ne s'agit pas de politiser le débat, mais je veux dire, dans le bon sens du terme, épistémologiquement, pour que la discipline reste une discipline vivante, eh bien, ça reste, malgré les forces du mal, si j'ose dire, ces historiens prédateurs, voilà, on en connaît plein. Il faut quand même le dire, c'est que les programmes européens poussent aussi à ce genre de choses en créant votre petite entreprise type ERC, etc. Vous allez engager des chercheurs précaires, hein, voilà, qui vont faire le travail d'archives. Moi je l'ai vu, hein, des collègues qui ne vont plus dans les archives et qui emploient des armées et ce n'est pas des chercheurs américains, hein, c'est des chercheurs européens. Donc il y a des dispositifs qui créent aussi ce genre d'asymétrie, et ça, je pense qu'il faut quand même essayer d'y résister en défendant justement la dimension collective, véritablement collective. Et il faut encore croire en ça, je pense que c'est vraiment important. Il y avait une tradition française du collectif, hein, les annales, les grandes enquêtes, ce paradigme de l'enquête, c'était vraiment, moi je dirais, c'était quand même un style français. Pour avoir travaillé à l'étranger, en Grande-Bretagne, personne ne sait ce que c'est qu'une enquête collective. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. On fait des livres collectifs où chacun font des chapitres, mais ça ne fait pas une enquête collective. Il y avait en France ça existait, c'était valorisé, c'était porté par les institutions. Aujourd'hui, clairement, le modèle, c'est plus celui-là. Donc c'est pour ça que je dis c'est un peu subversif, parce que ça va à l'encontre aussi de ce qu'on nous oblige de plus en plus à faire dans les laboratoires, etc., où on ne finance plus ce genre de choses. Je pense que en jouant un peu sur l'effet d'aubaine de l'histoire globale qui est à la mode, etc., on peut réinventer du collectif. Moi, je crois un peu, on détourne un peu le projet anglophone de l'histoire globale en se le réappropriant, voilà, d'une manière plus européenne et en faisant travailler des équipes ensemble, des jeunes avec des moins jeunes, etc., etc. Voilà, c'est mon message pour l'avenir. Merci. Bon, excusez-moi si vous semble banal dans ce que je dis, mais j'avoue que je n'ai pas d'attente ni aucun espoir. Nous avons nos spécialités, nous avons notre méthode, nous pouvons et devons modifier, enrichir cette méthode, mais c'est tout ce qu'on peut dire face au grand processus historique, surtout à une époque historique tellement monumentalement historique que la nôtre, hélas. Donc le rôle de l'historien, en revanche, pour moi, le rôle social de l'historien, c'est toute une autre chose pour moi. Je tiens à conserver ce décalage. Ça, c'est le problème de l'époque que nous vivons, c'est que ce décalage devient de plus en plus important. Merci. J'ai deux commentaires, comme d'habitude un peu simplistes. Le premier concernant l'État-nation, c'est-à-dire l'Antiquité et l'État-nation. Comme on considère que l'État et la nation, ce sont des constructions, on peut dire qu'il existait l'État-nation à l'Antique. Et c'était bien sûr l'État d'Ac. C'était l'État d'Ac, c'était la Dace, c'était la Roumanie préconçue, antique, bien antique, et des dizaines d'historiens diplômés, des professeurs, des savants internationaux, etc., depuis les années 70, répandaient en Europe le savoir concernant l'État d'Ac. C'est-à-dire la Dacie antique, c'était la Roumanie en fait. Je prononce Dac peut-être en roumain.
Mais alors c'était la Roumanie à l'époque. Et heureusement, en Pologne, on n'a pas d'Antiquité, mais on a le Moyen-Âge. Et le même phénomène, c'est-à-dire la projection d'États-nations vers le Moyen-Âge. En fait, c'est l'État de Piast, c'est la préconception de la Pologne moderne, et c'était bien utilisé, ancré dans la propagande, mais aussi dans le savoir, disons même populaire, des gens en Pologne et jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, on peut discuter sur l'histoire créée d'en bas, parce qu'on voit fréquemment les phénomènes extrêmement intéressants, par exemple, Herstoria, Herstory, les tentatives de créer, de réécrire l'histoire d'en bas par les forces fréquemment pas très qualifiées, mais très, très sincères, de reconstruire l'histoire et de redonner la parole aux gens. Mais je suis un peu pessimiste parce qu'on voit là-bas, dans cette histoire créée d'en bas, plusieurs éléments de l'état d'Ac, de l'état Piast. Et de tout ça, c'est très important pour les gens. Et des gens, ils veulent croire que c'était la préconception de leur sort, de leur existence, et que c'est c'est la possibilité d'être ancré en histoire. Et le deuxième commentaire concernant l'empathie, je suis plus pessimiste que de Brochna. En observant les historiens, les jeunes historiens et pas seulement, je vois très peu d'empathie. Alors la première, tentation est de coloniser le passé. C'est-à-dire ces gens, ils ne discutent pas. Ils sont que des morts, quoi. Alors on ne peut pas discuter, on peut coloniser cet espace par les biais bien sûr très scientifiques, etc., par les sources, mais pas d'empathie. Je ne vois pas d'empathie, très rarement, très rarement. Merci. I jeszcze zostaje Igor Chabrowski. Reste Igor Chabrowski, ce sera la dernière intervention. Merci. Mais rapidement, je me demande si dans l'avenir, l'histoire globale va se développer. Elle ne dispose pas d'infrastructures suffisamment développées comme l'histoire d'Asie, de l'Europe, avec les conférences, les congrès, etc. Donc, il semble que cela existe déjà. Une institutionnalisation de l'histoire globale est nécessaire. Les échanges sont nécessaires, mais par ailleurs, on ajoute à la formalisation de l'histoire globale qui est toujours plus un projet, une méthode. Nous avons certaines générations qui sont déjà entraînées à faire de l'histoire globale en tant que telle, mais est-ce que la manière dont ils se servent, c'est une autre question. Je me demande si le développement de l'histoire globale ne va aller vers une problématique comparatiste. Comme actuellement, nous avons pas mal de recherches sur des objets, l'essence globale ou l'évolution de l'histoire impériale ou coloniale vers une plus grande globalisation. On écoute d'autres parties, on a affaire avec d'autres récits que cela n'a été pratiqué avant. On trouve d'autres problèmes et cela nous permet de trouver de la place pour associer de différentes traditions historiographiques. Ce sera peut-être un projet intéressant, je suis optimiste. Je considère que l'histoire est très intéressante et que nous ne sommes pas enchaînés à une méthodologie. Nous avons le libre choix, le libre arbitre dans ce que nous faisons, argumentons et trouvons des problèmes qui nous semblent importants. Merci. Merci. Moi aussi, je tiens à vous remercier tous, participants au débat. Le résultat, c'est peut-être que l'histoire globale observée à partir de nos historiographies locales est l'objet de discussion. Dans cette discussion, il est apparu quelque chose comme clair, une chance de travail collectif, de travail du groupe entre les équipes. Peut-être supranational,
peut-être pluridisciplinaire, et c'est peut-être la conclusion la plus importante de cette discussion. Je vous remercie. Je remercie tous. Merci encore une fois à tous. Gracias. De ce matin, de cette table ronde, dont la conclusion, à vrai dire, me rassure, puisque j'ai annoncé ce matin que le projet de notre semaine des sciences sociales était de faire dialoguer finalement les spécialistes des différents pays. Donc je vois que vous soutenez pleinement cette démarche. Et donc je vous rappelle simplement que nous poursuivons ces discussions demain du point de vue de la perspective de la sociologie, et nous restons dans les questions liées au contemporain finalement, puisque le thème de la journée de demain sera le sort des catégories sociales à l'heure de la mondialisation, précisément. Donc vous voyez, on aborde ça du point de vue des sociologues. Je vous remercie encore une fois, je remercie à ceux qui nous ont suivis en ligne, et je vous invite à continuer à nous suivre évidemment demain, puisque les débats seront également projetés sur YouTube, comme cela a été le cas aujourd'hui. Voilà, je remercie tout le monde et je vous dis à très bientôt, donc demain, pour la suite de ces discussions. Au revoir.